Monsieur le ministre, Madame la directrice générale, merci pour votre accueil, merci de me donner l'hospitalité, merci pour l'accueil très chaleureux que vous m'avez réservé, merci d'accueillir cette conférence ici. Mille pardons à vous tous pour ce retard, il est dû à l'intérêt extrêmement dense des entretiens que j'ai eus avant de venir vous rejoindre. Je vous demande de bien vouloir m'en excuser. Monsieur le directeur général, monsieur l'ambassadeur, messieurs les ambassadeurs, monsieur l'ambassadeur de France, monsieur l'ambassadeur d'Algérie en France, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les diplomates, mesdames et messieurs les magistrats, mesdames et messieurs, il m'a été indiqué que la composition de cette assistance est variée. Je vous remercie de participer, d'assister, mais de participer, puisque nous aurons une séquence réservée aux questions à cette rencontre qui me tient profondément à cœur parce que nous avons des sujets de fond et des sujets au long cours qu'il nous faut traiter. Mais je dois d'abord vous dire que j'éprouve une très très grande émotion à être ici en terre d'Algérie. Ce n'est pas mon premier voyage ici. En tant que garde des Sceaux, c'est le premier. Je suis toujours très heureuse de venir dans votre pays parce que j'ai une vieille histoire avec votre pays. En qualité d'adolescente, j'ai été évidemment très très sensible aux combats menés par le peuple algérien et en particulier à ceux que nous en enseignait Frantz Fanon, qui est un fils de la terre d'Algérie. Je veux vous dire le bonheur d'être ici. J'ai retrouvé des paysages, la lumière, la beauté de ces lieux. Évidemment, j'éprouve une émotion profonde, non seulement du fait de mon parcours, de ma relation à votre pays, à sa littérature, à ses auteurs, à ses intellectuels, à ses combats politiques, mais aussi à toutes ces difficultés contemporaines auxquelles nous sommes confrontés, à celles que vous avez eu à vivre et à traverser parfois seul, avec au moins un sentiment d'abandon, et puis la façon dont nous pouvons nous mettre ensemble et nous donner la main pour affronter l'avenir. Il serait évidemment facile de se laisser aller à la beauté du pays lui-même, à la force de ce peuple dont plus de la moitié de la population n'a pas 25 ans, donc à ce que cela représente comme perspective pour l'avenir. Il serait facile aussi de se laisser aller à tous ceux que nous portons en mémoire collective, en mémoire individuelle, de ce qu'est l'histoire de l'Algérie, de ce qu'est sa relation avec la France, parce que l'Algérie du passé, de la période antérieure à la colonisation française, à la période de domination ottomane par exemple, mais à la période de la colonisation française et après, cette Algérie-là, elle a été décrite par de nombreux auteurs, des auteurs algériens, mais des auteurs français également. Il y en a qui ont montré à quel point ils étaient extrêmement fascinés. Et cette fascination, évidemment, elle est corrigée par des auteurs contemporains qui font la part de ce que l'orientalisme a représenté, ce qu'on peut voir d'ailleurs notamment à travers des toiles, de très très belles peintures, mais enfin nous connaissons les nuances à introduire dans cet orientalisme qui a été décrit par Édouard Saïd notamment, aussi bien dans la dimension naïve que dans la dimension critique. Tout cela s'est chargé de préjugés. Ces auteurs français ont été souvent extrêmement sincères dans la fascination qu'ils ont éprouvée pour l'Algérie. Je pense aux écrits de Pierre Loti, qui n'est pas un auteur que j'aime, mais qui avait une très belle plume, qui écrivait très très bien, mais qui avait une vie dans certains territoires à laquelle je n'ai pas envie, en tout cas une action que je n'ai pas envie d'applaudir, mais qui a admirablement parlé de l'Algérie, parce que lui-même, il était tout simplement absolument fasciné. Il était fasciné, il parlait de cette tristesse enivrante de l'Algérie. Il était tombé sous le charme, comme d'autres auteurs, comme d'autres grands romanciers français. Je pense par exemple à André Gide, qui lui était sous les sortilèges de Blida, et qui parlait avec cette langue particulière du parfum sucré du chèvrefeuille au pied de la montagne de l'Atlas. Mais il y a évidemment cette approche qui est une approche que je dirais un peu exotique. Elle est belle, elle est parfumée, mais elle est exotique parce qu'elle est un peu de l'extérieur, elle est un peu superficielle. Monterland qui voyait les paradis terrestres ici en Algérie, mais cela fait partie du patrimoine commun néanmoins. Et puis, il y a bien entendu d'autres auteurs français, d'autres auteurs européens, mais d'autres auteurs français particulièrement, qui, eux, ont pris fait et cause
pour le peuple algérien, pour la terre d'Algérie, et qui ont osé aussi utiliser leurs plumes, ou parfois leur pinceau, pour parler différemment de ce peuple et de ce pays. Nous pensons par exemple à Delacroix, qui depuis 1832 dénonce la domination, dénonce la colonisation, dénonce aussi ces pratiques qui consistent à détruire au moins les ornements des maisons mauresques, c'est-à-dire une incapacité à percevoir l'esthétique dans l'architecture. Et puis il y a de très nombreux auteurs, de très nombreux intellectuels, de très nombreux artistes qui ont pris vraiment fait et cause pour ce pays. Il y en a qui sont beaucoup plus récents, qui se sont exprimés pendant la guerre d'Algérie et après la guerre d'Algérie. On pense à de grands auteurs qui sont encore étudiés dans les universités françaises, des personnes qui ont montré, comme Germaine Thibault, qui vient d'entrer au Panthéon, du fait d'une décision du président de la République François Hollande, qui ont montré à la fois une bienveillance, mais surtout une intelligence et un respect, au point d'être capable de comprendre, de parler de ce peuple, un peu comme ce peuple parlerait lui-même de lui. D'autres auteurs comme Charles-André Julien, comme Jacques Beck, comme Maxime Rodinson, qui sont encore étudiés dans les universités françaises et qui nous permettent de mieux comprendre parce que ces auteurs savent dire dans l'altérité, dans la relation à l'autre, ce qu'ils perçoivent de ce qui est commun dans notre même humanité. Et puis il y a évidemment d'abord, et peut-être surtout, et au bout de tout, vos propres auteurs, les grands écrivains comme Kateb Yassine, pour qui j'ai une tendresse particulière. Kateb Yassine qui disait que le poète doit être un boxeur, tant il est en confrontation avec la réalité, et tant il doit se battre avec les mots pour témoigner de cette réalité. Mohamed Dib, bien entendu, Assia Djeba, qui était académicienne et qui nous a quittés il y a quelques mois maintenant et qui a dit de si belles choses, pas seulement sur l'Algérie d'ailleurs, qui a écrit de si belles choses, et puis d'autres auteurs contemporains, ce qui prouve la vitalité de la littérature et de la créativité intellectuelle ici. Évidemment, il y a Sébar, par exemple, aussi Kamel Daoud, dont on parlait beaucoup, et qui a écrit d'ailleurs un de ses derniers ouvrages tout à fait intéressant, je pense à Meursault contre enquête, qui a failli avoir le Goncourt, en tout cas qui était sur la dernière liste pour le prix Goncourt. Et puis, bon, les autres, évidemment, je pense à Yasmina Kadra, je pense aussi à d'autres auteurs comme Sansal, merci, Walem Sansal, qui fait parler de lui aussi depuis plusieurs semaines maintenant. Voilà, c'est vous dire que je sais que je suis ici. Je sais que je suis ici, sur quelle terre je suis, qui je rencontre lorsque je suis en face de vous aujourd'hui. Et c'est parce que nous avons cela, que nous portons ensemble, que nous sommes en capacité d'affronter l'avenir et ses difficultés ensemble. Et c'est pour cela que nous pouvons nous interroger sur ce que nous savons, ce que nous comprenons du fléau auquel nous sommes confrontés, ce que nous sommes en mesure ensemble de construire comme réponse face à ce fléau. Ce fléau, nous essayons de le mesurer nous-mêmes. Je parle du terrorisme contemporain, celui qui a frappé à Paris le mois dernier, le 13 novembre 2015, qui a frappé avec cet aveuglement, cette violence, ce désir de dévastation. Ce terrorisme est nouveau dans sa dimension mondiale, il est nouveau dans ses modes opératoires, il est nouveau dans sa façon de pratiquer la terreur de masse, il est nouveau aussi dans ses modes de financement, il est nouveau dans sa maîtrise de territoire, il est nouveau dans sa capacité à utiliser les technologies modernes. Et ce terrorisme nouveau, nous devons y faire face, et je crois que nous pouvons y faire face ensemble.
Vous avez connu 10 années extrêmement difficiles. Vous avez connu un terrorisme interne à votre territoire, vous y avez fait face. Vous avez, je le disais tout à l'heure, vous avez eu le sentiment, sans doute à bon droit, que vous étiez seul à affronter ce terrorisme, seul à vous battre. Vous avez fait front néanmoins, vous avez montré votre capacité en unité et en unité à affronter ces années extrêmement difficiles. Cela fait pratiquement une quinzaine d'années maintenant que vous en êtes sortis et que vous gardez le regard rivé vers l'avenir. Nous sommes, nous, mais ça c'est la France, mais c'est aussi l'Algérie, c'est l'ensemble du monde. Nous sommes aujourd'hui confrontés à un terrorisme qui frappe tout aussi aveuglément, avec des moyens, une capacité phénoménale, cette capacité, parce qu'elle est exponentielle. Il y a une armée disponible sur tous les continents du monde où Daesh, pour le nommer, est en capacité de recruter. C'est un phénomène mondial puisqu'on compte 25 000 combattants étrangers, donc des personnes qui viennent de pays étrangers, qui rejoignent les zones de combat en Syrie et en Irak et qui servent ce pouvoir absolu, destructeur, dévastateur que constitue Daesh. Sur ces 25 000 combattants, sur ces 25 000 personnes qui viennent de l'étranger, la plupart des jeunes, des hommes jeunes pour la plupart, mais pas seulement, la France en compte 2000. L'Europe en compte à peu près 5000. Tout ça, ce sont des approximations, bien entendu, puisque le décompte se fait à partir de croisements de chiffres différents. Mais la France, 2000, ce qui est important. La Belgique, on compte aussi beaucoup par rapport à sa population. 2000 en France, 2000 personnes considérées comme impliquées dans ces zones de conflit en Syrie et en Irak, mais surtout impliquées dans ce terrorisme-là. Sur ces 2000 personnes, 600 se trouvent sur les zones de combat. Nous estimons, en tout cas nos services estiment que 144 auraient trouvé la mort sur place et que sur ces 2000, à part les 600 qui sont sur zone, il y en aurait 700 qui seraient en zone de transit, 250 qui sont candidats au départ et 250 qui sont déjà revenus en France. Nous avons commencé à apporter des réponses. Nous avons commencé à apporter des réponses depuis en tout cas que nous sommes en responsabilité, puisque nous-mêmes, moi en tant que ministre de la Justice, j'ai pris des dispositions dès novembre 2012. Et nous avons apporté des réponses coordonnées aussi. Et notamment, nous avons mis en place en avril 2014 un centre national d'assistance et de prévention de la radicalisation violente. Et ce centre national a reçu plus de 4000 appels. Sur ces 4000 appels, les personnes qui étaient concernées, donc signalées par des personnes, souvent des parents en détresse, dans le désarroi, qui constataient un processus de radicalisation violente. Sur ces 4000 personnes, plus de 61, 62% à peu près, sont des hommes. Et sur ces 62% d'hommes, et les 38% de femmes, 77% sont des majeurs, 20% sont des jeunes, mineurs, et, chiffre intéressant, la moitié de ces personnes signalées sont des convertis récents. C'est un chiffre intéressant parce qu'il entraîne des enseignements tout à fait inopinés d'une part, mais extrêmement forts dans leur contenu par rapport aux réponses que nous pouvons apporter à ce phénomène. Mais 10% à peu près de ces personnes signalées seront effectivement parties. C'est-à-dire que les interventions que nous faisons, les décisions aussi d'interdiction de sortie du territoire et l'évolution du processus à partir du moment où ces personnes qui repèrent des personnes en cours de processus, l'évolution possible grâce à l'accompagnement et à l'assistance que nous assurons fait que 10% à peu près de ces personnes signalées quittent le territoire. Voilà pour la part de ceux qui viennent de la France. Mais je le disais, 25 000, des personnes qui viennent de partout, des pays du Maghreb, du Moyen-Orient,
des pays de l'Union européenne, mais je le disais de tous les continents, puisqu'il en vient également des Amériques, il en vient également de certains pays d'Asie. Il est donc important que nous comprenions d'abord l'ampleur de ce phénomène, et cette ampleur qui ne se dément pas, qui reste en croissance, et que nous comprenions aussi les logiques qui conduisent des personnes à s'engager dans ce terrorisme. Et c'est un travail que nous avons voulu faire de façon extrêmement rigoureuse, c'est-à-dire que l'autorité judiciaire en France a travaillé sur les profils, sur les témoignages, sur les aveux, sur les déclarations, sur les processus, dès que nous les avons identifiés, de façon à dégager les logiques à partir desquelles des personnes s'engagent dans ce terrorisme. Et cela nous a permis de voir évidemment l'importance d'Internet. Pendant longtemps, pendant 2 années, la parole publique, notamment la parole publique de contestation, a eu tendance à considérer que le processus de radicalisation s'effectuait dans les prisons. Et sans doute qu'ici, vous pensez, et dans de nombreux pays, on pense que le processus de radicalisation se fait dans les prisons. Il y a incontestablement de la radicalisation dans les prisons. Il y a incontestablement une radicalisation qui s'effectue dans le contact entre des détenus. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Il demeure que l'essentiel de la radicalisation se fait dans la société et essentiellement par Internet. Essentiellement par Internet. C'est-à-dire que par les groupes d'amis sur Facebook, par les forums de discussion, par la circulation de vidéos, diffusion des prêches, par tous ces processus-là, des personnes sont touchées, sont fascinées, sont endoctrinées et s'engagent sur la base d'une propagande, sur la base de conseils précis à caractère opérationnel, donc immédiatement praticables. C'est ce que j'appelle la maîtrise de ces technologies. Donc des personnes différentes, dispersées ou proches, se retrouvent embarquées et surtout encouragées à construire des projets de départ sur les zones de conflit. Et ce contact se fait à la fois sur une base horizontale et sur une base verticale. Sur la base horizontale, parce que justement, par Internet, des personnes qui ne se connaissent pas, ne se fréquentent pas, se retrouvent engagées dans le même projet de départ, dans le même processus de radicalisation violente. Et cela se fait de façon verticale, parce que ces vidéos de prêche, par exemple, permettent que des personnalités charismatiques, parce qu'il faut reconnaître que souvent, ceux qui endoctrinent ont une puissance de persuasion, ces personnalités charismatiques arrivent à toucher des personnes qu'elles ne rencontreraient pas différemment et apportent un message qui est reçu comme étant très personnel et très direct par celles et ceux qui, soit par immaturité, soit par inculture, soit par vulnérabilité, sont réceptifs à ces prêches. Et puis, il y a la question, évidemment, des motivations. Pourquoi ? Et nous avons traité, évidemment, les déclarations, les témoignages, la connaissance des éléments qui conduisent des personnes à céder à la radicalisation violente. Et parmi les motivations qui sont exprimées clairement, explicitement par les personnes concernées, il y a d'abord le désir d'aller aux côtés du peuple syrien pour protéger ou combattre aux côtés de ce peuple contre les destructions conduites par le président, avec des guillemets, puisqu'il n'est plus reconnu par la communauté internationale, Bachar al-Assad. Et il faut dire que les pays ont été nombreux à dénoncer dès 2011 la pratique du pouvoir syrien qui a consisté à réprimer violemment les contestations du peuple syrien. Et que cette condamnation officielle a pu faire naître effectivement chez les jeunes le désir d'aller se battre aux côtés du peuple syrien. Il demeure que depuis, la démarche qui consiste à aller soutenir le peuple syrien aux côtés du peuple syrien et notamment aux côtés de l'opposition syrienne qui s'était organisée militairement pour résister,
cette démarche est devenue marginale, résiduelle par rapport à l'engagement aux côtés des forces de Daesh. Parce qu'il se trouve que le rapport de force ces 2 dernières années s'est inversé et que, alors que l'opposition syrienne perdait du terrain, l'intolérance, elle, en gagnait. Et il s'est avéré que ce sont ceux qui étaient dans une logique de destruction qui ont pris progressivement le contrôle du terrain. Et c'est bien à leur côté aujourd'hui que se trouve la majorité de ceux qui quittent leur propre pays pour aller se battre en Syrie. L'autre motivation importante qui est formulée, c'est celle qui consiste à dire qu'ils font le choix d'aller vivre, d'aller se battre et vivre dans un pays où se pratique la charia. C'est une déclaration que nous retenons pour construire des réponses face à ce fantasme et rappeler tout simplement, et je le dis parce qu'il y a des jeunes dans la salle, rappeler tout simplement que le goût de la liberté est d'une saveur absolument indicible. Les joies que procure la liberté, ces joies-là sont absolument inestimables. Et il nous faut donc arriver à convaincre les jeunes qu'il n'y a pas d'avenir dans un système qui édicte comme de droit divin des interdits sans prendre en considération l'individualité des uns et des autres, l'autonomie de chacun, la pleine citoyenneté de chaque individu. Le troisième grand motif qui est présenté consiste à dire qu'ils sont prêts à mourir en martyrs pour se laver de leurs péchés. Et là aussi, nous devons mettre en face, d'abord évidemment le goût de la vie, tout simplement, les joies, les promesses de la vie, mais surtout tenir compte de cette espèce de quête d'identité, de quête d'idéal, de quête de sens, de quête de rédemption, pour rappeler ce que peut être la vie commune, ce que peut être la vie toute seule et ce que peut être la vie commune. Et c'est pour ça qu'il nous faut arriver à construire des réponses qui tiennent compte de tout cela. Le terrorisme est condamnable sans nuance. L'assassinat est un crime. L'assassinat aveugle est une pure barbarie, une pure sauvagerie. Il n'y a pas le moindre débat à prendre sur cela. Le terrorisme ne souffre pas d'explication, il n'y a pas de nuance, le terrorisme est absolument condamnable et ceux qui s'y livrent doivent être condamnés, absolument. Mais nous devons gagner la bataille du recrutement. Nous devons assécher le terreau dans lequel recrute Daesh. Nous devons faire en sorte que ces jeunes, parce que la plupart de ceux qui vont sont des jeunes, que ces jeunes, même les majeurs, ce sont des jeunes, que ces jeunes comprennent qu'il n'y a pas d'avenir dans ce que leur promet Daesh, qu'il n'y a pas d'avenir dans le fait de choisir sa mort et de donner, de semer autour de soi la mort. Il nous faut donc répondre. Lorsque je dis qu'il n'y a pas de nuance dans la condamnation au terrorisme, cela veut dire que les politiques publiques qui doivent être mises en place, et notamment les politiques pénales, doivent être des politiques à la mesure de ce que représentent ces crimes. Et c'est bien ce que nous avons fait. En France, par exemple, en renforçant le pôle antiterroriste, en lui donnant les moyens d'enquête, les moyens de procédure qui lui permettent de mener les enquêtes avec la plus grande diligence et la plus grande efficacité, en faisant en sorte que sur l'ensemble du territoire, la coopération nécessaire soit assurée pour que le pôle antiterroriste ait les moyens de travailler, c'est-à-dire que tout élément d'information disponible n'importe où sur le territoire remonte au pôle antiterroriste, notamment à travers le réseau de magistrats référents antiterroristes que nous avons mis en place depuis le mois de décembre 2014. Tous les moyens d'enquête et de procédure qui permettent d'obtenir
les éléments d'information pour comprendre et pour sanctionner, pour incriminer et pour sanctionner, et une coopération judiciaire européenne et internationale que nous avons développée, que nous continuons à développer, et qui facilite les échanges, qui facilite la coopération, et qui, de fait, pratiquement, a permis qu'effectivement, sur les procédures antiterroristes, que la section antiterroriste de Paris avance très vite, accumule très vite les éléments de preuve et d'incrimination. Ce travail est important, il est essentiel, il est même fondamental. Il sert d'ailleurs à comprendre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, toutes ces logiques et les processus de radicalisation extrême. Ce travail est indispensable. Tout ne peut ni ne doit reposer sur ce travail effectué par les magistrats antiterroristes. Il y a d'autres réponses à apporter, notamment en termes de politique publique. Et c'est ce que nous avons choisi de faire. Je vous disais que dès le mois de novembre 2012, j'ai pris des dispositions concernant le terrorisme. Et là, j'en viens à la radicalisation qui s'effectue en prison, en sachant que ce n'est pas le lieu majeur ni principal de la radicalisation. Depuis février 2013, j'ai mis en place un indicateur de mesure du processus de radicalisation à l'intérieur des établissements pénitentiaires. Il s'avère, depuis février 2013 et jusqu'à aujourd'hui, décembre 2015, le pourcentage de radicalisation à l'intérieur des prisons est relativement stable. En clair, l'essentiel de la radicalisation s'effectue dans la société. Ce que je dis et que je déclare depuis février 2013, parce que depuis février 2013, l'indicateur que j'ai fait mettre en place, c'est d'observer les antécédents pénaux des personnes qui sont impliquées dans des actes terroristes. Que ce soit en tant qu'auteur ou que ce soit en tant que complice, quels sont leurs antécédents pénaux. Et les chiffres donc, que j'ai obtenus